Bientôt, une réunion des voisins de la Libye pour discuter de la crise qui secoue le pays. Elle aura lieu le 4 décembre à Khartoum à l'initiative du gouvernement soudanais. La commission d'enquête sur le massacre de Marikana poursuit ses travaux en Afrique du Sud. Elle devrait conclure ses dernières audiences ce vendredi. La Fédération nigériane de football, désormais en conformité avec les règlements de la FIFA, le Sénat nigérian a voté hier une loi lui octroyant son indépendance. Un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information sur Sika TV. Bonjour à toutes et à tous. Nous ouvrons ce journal par l'actualité au Burkina Faso où un pas très important a été franchi. Armées et civils ont approuvé hier dans la soirée à l'unanimité une charte fixant les institutions de transition. Le présent projet de charte est voté à l'unanimité. Son adoption a eu lieu sous les applaudissements des quelques 80 délégués présents dans la salle qui ont ensuite chanté l'hymne national burkinabé dans l'euphorie générale. Selon le document, le président de transition, un civil, sera nommé par un collège électoral et ne pourra être issu d'un parti politique. Le président de l'Assemblée, nommé désormais un Conseil national de transition, une chambre de 90 membres, sera également un civil de même source. L'armée qui avait des prétentions sur ce poste a finalement cédé face aux civils. Le Premier ministre désigné par le président pourra être un civil ou un militaire selon les délégués. Il sera à la tête d'un gouvernement de 25 membres. Quelques acteurs de la transition au Burkina Faso se prononcent ici sur cette avancée notable. C'est une étape décisive. Nous espérons maintenant avoir l'opportunité rapidement d'en faire une adoption plus formelle et une signature, et ensuite procéder à la nomination du chef d'État de la transition. Et de mon point de vue, ça ne devrait pas tarder, ça va aller très vite. Je pense que ce travail-là ouvre de nouvelles perspectives à notre pays, surtout à sa jeunesse, parce qu'en fait, tout le travail qui se fait là, c'est protéger l'avenir de notre pays. Donc c'est pour la jeunesse essentiellement. Aujourd'hui, la charte a été adoptée, elle a été adoptée par tous. Personne ne peut la remettre en question. C'est un travail qui a été vraiment très bien mené, très bien fait, qui fixe effectivement la voie à suivre pour approfondir réellement notre démocratie. Il faudra l'assurer pour permettre effectivement à notre population de prendre son destin en main et de voir avec maintenant d'organiser les élections en novembre 2015 et pour pouvoir mettre en place un gouvernement qui ne joue pas avec le peuple, qui respecte les textes, qui croit à son destin et qui construit son développement, qui construit la démocratie et qui respecte les droits de l'homme. Le 4 décembre prochain se tiendra à Khartoum une réunion des voisins de la Libye. Il s'agit d'une initiative du gouvernement soudanais. Dans un communiqué, Khartoum indique avoir adressé des invitations aux chefs de diplomatie d'Égypte, Tunisie, Algérie, Tchad et Niger pour donc participer à la 5e réunion des voisins de la Libye. Le secrétaire général de la Ligue arabe et l'émissaire de cette organisation pour la Libye seront également invités à cette réunion. Le chef de la diplomatie soudanaise s'est rendu cette semaine même en Libye pour discuter de la tenue de cette réunion avec les différentes parties en conflit dans le pays. Et puis le procès de Jean-Pierre Bemba se poursuit à La Haye. Au lendemain du réquisitoire du procureur de la Cour pénale internationale, la défense a contre-attaqué la position de l'accusation. À ses dires, l'ancien vice-président congolais n'avait aucun contrôle sur ses troupes au moment des faits. Par conséquent, il ne peut être tenu responsable des crimes commis par celle-ci. Imagez ça. Vous avez l'impression, après avoir écouté l'accusation et les victimes hier, que les troupes du MLC étaient les seules en ville. Bien sûr, nous savons que ce n'était pas le cas. En termes clairs, les troupes de Jean-Pierre Bemba n'étaient pas les seuls auteurs des exactions commises en Centrafrique de 2002 à 2003. La défense ira plus loin.
Jean-Pierre Bemba n'aurait pas pu garder le contrôle opérationnel effectif du contingent du MLC. Et pour cause, une fois passé la frontière, il aurait été placé sous les ordres des forces de la République centrafricaine. Et comme dans toute coalition militaire internationale, les contingents de troupes dans un autre pays ne maintiennent jamais une ligne séparée de commandement opérationnel auprès de leur hiérarchie nationale militaire, mais restent à tout moment placés sous un commandement national unique. Un argumentaire comme pour balayer d'un revers de main les allégations de l'accusation, affirmant que Jean-Pierre Bemba avait bel et bien gardé le contrôle de ses miliciens en Centrafrique et que ceux-ci avaient violé, tué et pillé la population civile. Jean-Pierre Bemba, 52 ans, est détenu par la Cour pénale internationale à La Haye depuis juillet 2008. Son procès s'était ouvert en novembre 2010 et tend assurément vers son épilogue. Pour un procès qui, selon toute évidence, va passer la barre des 4 ans, la Cour pénale internationale a autorisé près de 3000 victimes à participer à la procédure. Un chiffre record jamais enregistré. La commission d'enquête sur le massacre de Marikana, la pire fusillade policière depuis la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, doit conclure ses dernières audiences ce vendredi. Les avocats de la défense accusent la hiérarchie policière, mais aussi les interférences politiques. Des croix blanches, là où 34 mineurs ont été abattus par la police sud-africaine le 16 août 2012 à Marikana. 76 autres ont été blessés. Ils participaient à une grève illégale à la mine de platine de Lonmin. Dans les jours précédents, 10 personnes avaient déjà perdu la vie dans des règlements de compte, dont 2 policiers tués à la machette. Mais 2 ans plus tard, les circonstances du massacre restent confuses. Ça fait 2 ans et on cherche toujours la vérité. Elle n'est toujours pas sortie. Aucun policier n'a été mis en prison. Nous avons fait de la prison, j'ai été en prison, comme si personne n'avait été tué. Nous n'avons pas reçu la justice jusqu'à maintenant. La commission Marikana, mise en place par la présidence pour désigner des responsables, devait durer 4 mois. Mais cela fait 2 ans qu'elle entend des témoins de tous bords. Elle s'est même rendue sur place pour des reconstitutions. Il est apparu que la police a tenté d'étouffer le massacre. Les avocats qui représentent les familles des victimes accusent le vice-président sud-africain, Cyril Ramaphosa, un des directeurs de Lonmin à l'époque, d'avoir fait pression sur les ministres en place pour réprimer les grévistes. Ils veulent que des commandants de police soient inculpés pour meurtre et des cadres de Lonmin pour complicité. Le fait que 76 personnes aient été gravement blessées prouve, à mon avis, sans aucun doute que la police s'est lancée dans une fusillade frénétique. La commission doit rendre ses conclusions d'ici mars 2015. Pour l'instant, aucune sanction n'a été prononcée pour cette tuerie qui a rappelé au pays les pires heures du régime ségrégationniste de l'apartheid. Une lueur d'espoir pour les peuples à travers le monde qui s'inquiètent des ravages de l'épidémie d'Ebola. L'ONG Médecins sans frontières, appuyée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, démarrera très bientôt des essais de traitement de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il reviendra à la Guinée et au Libéria d'abriter ces expériences. Bientôt vont débuter les premiers essais de 3 traitements cliniques de la fièvre hémorragique Ebola. Annonce faite ce jeudi par l'Organisation Médecins sans frontières. Ces essais seront effectués dans 3 des centres de MSF en Guinée et au Libéria. En l'absence de traitement spécifique de cette épidémie qui frappe plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, il est question d'expériences qui visent à essayer de trouver une thérapie efficace. Ces médicaments ayant été testés sur d'autres virus, mais pas celui-là en particulier, nous recherchons des résultats très clairs. Soit c'est très efficace et c'est un médicament miracle, soit c'est inefficace et cela est très possible. Nous avons des raisons de croire que ce n'est pas le cas, mais c'est toujours possible. Soit il y a un résultat intermédiaire, ce qui serait prometteur et nous ne sommes pas sûrs que cela serait efficace pour tous les patients. Cela pourrait être efficace pour une partie des patients. Un partenariat international qui constitue un espoir pour les malades d'obtenir enfin un vrai traitement d'une maladie qui tue aujourd'hui entre 50 et 80% de ceux qui sont infectés.
Les deux médicaments, le brasidofovir et le flavipiravir, ont été sélectionnés dans la liste des traitements potentiels contre l'Ebola retenus par l'OMS après un examen attentif des profils d'innocuité et d'efficacité, de la disponibilité des produits et de la facilité d'administration aux patients. Le résultat principal pour l'essai est de voir si les patients sont vivants ou morts le 14e jour après avoir démarré le traitement. Et donc, chaque fois qu'un patient atteindra le 14e jour, nous allons recalculer leur nombre pour voir quelle proportion de patients sont vivants ou morts au bout de 14 jours. Puis nous mettrons en place des limites. Donc, une fois que l'on saura que le taux de mortalité est de 50% ou plus, cela voudra dire qu'il n'y a aucune preuve que le médicament améliore les choses, car c'est le taux que nous constatons actuellement. Et alors, nous arrêterions l'essai. Ces essais vont commencer en décembre et leurs résultats pourraient être disponibles dès février 2015 si l'on s'en tient à un communiqué de MSF. L'Organisation mondiale de la santé est associée à ces essais. Son dernier bilan, diffusé mercredi, fait état de 5 160 décès sur 14 098 cas. Direction la Sierra Leone qui reçoit la visite du ministre britannique des Affaires étrangères Philippe Hammond. Ce dernier a rencontré mercredi le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma. Mais avant, le ministre britannique des Affaires étrangères a visité un nouveau centre de traitement d'Ebola en Sierra Leone. Le Royaume-Uni a pris le rôle de chef de file des pays encadrant la crise en Sierra Leone. Les militaires britanniques apportent une infrastructure permettant de contrôler le fléau. Ils apportent aussi un support logistique et les ingénieurs supervisent la mise en place de 700 lits pour les victimes d'Ebola. Le ministre britannique des Affaires étrangères Philippe Hammond reconnaît tout de même que la réponse de la communauté internationale à la crise provoquée par Ebola en Afrique de l'Ouest a été plus lente que ce qu'il aurait souhaité. Mais il a mis l'accent sur le fait que le Royaume-Uni ne s'est pas fait prier pour accélérer son aide. Eh bien, cela a pris bien plus longtemps que nous l'aurions souhaité pour que la communauté réagisse. Mais le Royaume-Uni a pris la situation en main ici en Sierra Leone. Nous avons pu accélérer la vitesse à laquelle les choses sont faites. Vous êtes devant un projet de construction ici. Ce qui implique beaucoup de travail sur le terrain. Cela aurait probablement pris 9 mois si cela avait été fait dans des conditions normales. Et cela a été fait en 4, 5, 6 semaines. Une prouesse qui n'exclut pas le fait que le nombre de cas augmente dans l'ouest du pays, d'après les propos de la ministre de la Santé. Mais la qualité des services qui mettent les acteurs à divers niveaux mettent plus en confiance les populations qui signalent elles-mêmes les cas suspects. Il y aura toujours des cas qui ne sont pas signalés et les statistiques avec lesquelles nous travaillons prennent cela en compte. Donc nous avons une estimation du pourcentage de cas non déclarés. Vu que le système de contrôle se développe dans tout le pays et devient de plus en plus efficace, et à mesure que les gens réalisent qu'il y a des traitements de bonne qualité pour les patients, de plus en plus de cas seront signalés. Effondrés de fatigue, 63 rescapés d'Ebola vont recevoir leur certificat de sortie du seul centre de traitement 100% local en Sierra Leone, à Hastings, qui défie le taux de mortalité de l'épidémie. Comme diplôme, le certificat de guérison atteste que les rescapés ont été traités avec succès et débarrassés du virus Ebola. Il peut être exhibé dans les villages pour éviter le rejet et la stigmatisation. Une information en bref pour boucler cette édition. Au Nigeria, le Sénat a voté une loi octroyant son indépendance à la Fédération de football. Cette loi met ainsi la dite fédération en conformité avec les règlements de la Fédération internationale de football qu'il avait suspendu à plusieurs reprises. Il faut dire que jusqu'ici, la Fédération nigériane dépendait de l'exécutif et la FIFA lui a adressé maints avertissements sur sa façon d'organiser ses élections interne. Après le mondial au Brésil, la FIFA avait menacé de suspension le Nigeria, champion d'Afrique, si sa fédération n'organisait pas rapidement une élection. Son président Aminu Maigari, accusé de corruption, avait été démis et arrêté à son retour au pays, réinstallé puis arrêté à nouveau. Le gouvernement nigérian avait alors désigné un administrateur provisoire, déclenchant ainsi une suspension internationale par la FIFA qui dénonçait une ingérence politique. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Ce fut un plaisir de vous l'avoir présenté. Passez une très bonne journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.